Alors, bienvenue à tous. Je pense qu'on est déjà une vingtaine sur la ligne et que les gens vont continuer d'arriver. Mais je souhaitais tout d'abord déjà remercier nos deux participants, nos deux panélistes de nous avoir rejoints. C'est un plaisir de vous revoir avec DFI, puisque tous les deux, j'ai eu le plaisir de vous accompagner pendant le certificat en monnaie digitale. Donc, c'est un plaisir de vous voir. Et c'est surtout un plaisir de tenir un second webinaire en français avec DFI. Donc, le tout premier a été en août et on est ravis de pouvoir proposer à nouveau des ressources pour les francophones et d'avoir l'occasion de discuter d'un sujet propre à la zone UEMOA et à l'Afrique francophone qui nous tient particulièrement à cœur chez DFI. Donc, le sujet, comme vous le savez probablement, pour aujourd'hui, c'est bâtir des économies digitales inclusives et discuter d'inclusion financière donc dans la zone UEMOA. Je pense qu'on va commencer par introduire brièvement nos participants, après quoi on aura une discussion entre nos panélistes sur plusieurs sujets, et après quoi on ouvrira aux questions d'assistance pour les dernières 15-20 minutes en fonction du temps qui nous reste. À toutes les personnes qui nous ont rejoints sur l'appel, vous pouvez poser des questions sur l'espèce de petite boîte que vous voyez sur le côté de l'écran. On répondra au fur et à mesure qu'elles arrivent à la fin de l'appel. Bien sûr, on n'aura peut-être pas l'occasion de répondre à toutes les questions que vous aurez à poser, surtout avec des panélistes qui, à mon avis, auront pas mal d'idées à apporter et de réponses et de solutions. Je vous encourage à rejoindre le groupe sur LinkedIn, la Ligue des professionnels de la finance digitale qui a été lancé par DFI, sur lequel vous pourrez poster les questions que vous n'avez pas eu le temps de poser ou auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Et on se fera un plaisir de continuer la discussion sur ce forum. Donc, sans plus attendre, je souhaite présenter nos deux panélistes. Donc, nous avons Jean-Pascal Brondeau, qui est en charge du Conseil des réformes de digitalisation des paiements pour les pays francophones de BTCA, donc Better Than Cash Alliance, et Jamelino Akogbeto, qui est un expert en finance digitale auprès de l'UNCDF. Il me semble que l'acronyme en français, c'est le FENU, c'est ça? Exact. Donc, je vais laisser nos deux participants peut-être présenter les sujets sur lesquels ils travaillent, les thématiques sur lesquels ils sont présentement en train de travailler et peut-être dire quelques mots sur eux-mêmes et leur parcours. Lequel de vous souhaite commencer? À ton honneur, Jamelino. OK, merci. Merci Lina, merci déjà pour l'invitation, merci à toute l'équipe d'IFI. C'est un plaisir de participer à ce webinaire et de partager nos apprentissages dans le secteur de la finance digitale. Et alors, je dois dire que je travaille pour UNCDF, donc pour le programme Mobile Money for the Poor de UNCDF. Alors, avant de rejoindre UNCDF, j'ai essentiellement travaillé pour les opérateurs telco, donc en étant au fond sur le lancement de solutions Mobile Money. Et après, j'ai été pris, on va dire, par la fièvre du consulting. J'ai travaillé, donc recruté par FC pour accompagner une IMF internationale au niveau du Cameroun avant de rejoindre UNCDF. Alors, le programme a été lancé au Bénin en octobre 2015 et dans un contexte où, en fait, l'usage des services financiers digitaux était très faible. Je dois rappeler qu'en 2015, uniquement seulement 2% de la population adulte utilisait les services financiers digitaux. Je reviendrai un peu sur ce qui a été fait en temps, mais le focus pour nous à ce moment, donc, c'était de construire les rails. Donc, pour nous, il fallait mettre en place des rails pour le développement de l'écosystème de la finance digitale au Bénin. Je rappelle que je suis basé au Bénin. Et donc,
développer l'appétit de potentiels fournisseurs de services financiers digitaux. Je dois rappeler que c'était dans un contexte où il y avait 2 opérateurs de téléphonie mobile qui avaient déjà lancé leur offre, mais il fallait motiver les institutions de microfinance, les banques, les fintechs à lancer des services financiers digitaux, donc développer leur appétit pour cela. Et le défi à l'époque était beaucoup plus en termes de capacité. Donc, nous avons mis un vrai focus sur le renforcement des capacités, donc capacité des acteurs et à travers diverses formations que nous avons et partage de connaissances que nous avons organisées sur des thématiques précises, que ce soit au Bénin, que ce soit des formations in-house ou plutôt des ateliers que nous avons organisés à l'extérieur. Nous avons donné la possibilité à ces acteurs aussi de pouvoir bénéficier de comment j'appellerais ça, exposure visite, pour voir un peu comment ça se passe ailleurs. Et après cela, il s'est agi maintenant de les accompagner pour tester des modèles et pour améliorer en fait des problématiques, des processus à leur niveau. Alors, dans ce cadre, en fait, nous avons travaillé sur des problématiques, on va dire, diverses. Donc, d'abord, sur la base de mapping qui a été réalisé dès 2016, qui montrait quand même qu'en termes d'accès aux services financiers, il y avait un véritable gap entre les zones rurales et les zones urbaines. Et ensuite, les opérateurs de téléphonie mobile étaient les vrais acteurs. 90% des points d'accès aux services financiers étaient couverts par les opérateurs techniques. Donc, il fallait en fait développer des projets pour améliorer la présence de ces acteurs dans les zones rurales. C'est ce qu'on en fait autant avec des banques que des institutions microfinance, même aussi avec des opérateurs de téléphonie mobile qu'on a accompagnés dans le développement de leur réseau de distribution. Après, nous avons travaillé sur plusieurs chantiers. Euh, et donc, sur ces différents chantiers, l'idée à chaque fois, c'est de faciliter le développement de l'écosystème, d'améliorer la part, l'inclusion du secteur informel, justement, dans l'économie informelle, de permettre à ce que les femmes, les jeunes, les agriculteurs, les immigrants qui sont des taxis-motos au niveau du Bénin puissent également faire participer à l'écosystème digital, mais aussi puissent voir leur vie facilitée par l'utilisation de la technologie, en fait. Alors, aujourd'hui que les rails sont en place, nous sommes en train d'aller vers une stratégie sur le digital qui est beaucoup plus globale, qui permet de mettre en place des économies digitales fortes et qui permettent à la fin d'avoir un impact social fort également. Donc, nous sommes en train de travailler sur des projets de santé, dont MREF, sur des projets de crédit digital dans le domaine de l'agriculture. Nous prévoyons des choses dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes, notamment booster les fintechs et faciliter les solutions d'éducation. Donc, je vais m'en arrêter là pour l'instant. Merci, Jamelino. Jean-Pascal, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Lina. Je vais faire un peu plus bref parce que je constate que vous avez dans l'invitation eu déjà un petit rappel sur les profils des uns et des autres. Donc, très rapidement, Better Than Cash Alliance est une coalition des Nations Unies dont la particularité, c'est qu'elle regroupe en fait aussi bien des États, des institutions internationales et des structures privées. Nous avons un mandat unique qui est d'accompagner l'ensemble de ces membres du Better Than Cash à déployer des réformes visant à digitaliser leurs paiements. Digitaliser leurs paiements parce qu'ils recherchent un ensemble de bénéfices qui peuvent être très différents. Si je prends le cas des États, en particulier les États en général, ils recherchent la digitalisation des paiements pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable, pour accroître la croissance économique ou tout simplement mettre des dispositifs qui permettent un développement beaucoup plus inclusif. Jusque-là, il faut utiliser une expression anglaise. Pour les entreprises membres de l'Alliance, par exemple, elles recherchent davantage la digitalisation des paiements parce que ça leur permet en particulier de résoudre les enjeux de cash management, ça leur permet de maintenir leurs employés au travail parce que ça a un impact sur la productivité des entreprises, sur la croissance du chiffre d'affaires, ça leur permet également souvent d'améliorer l'efficacité de leurs opérations. Voilà 2 exemples juste pour illustrer tous les impacts que la digitalisation des paiements peut avoir et des impacts qui peuvent être différents et avec des recherches qui peuvent être différentes en fonction véritablement de ce que les acteurs recherchent en particulier. Et donc aujourd'hui, nous sommes actifs sur 5 continents et dans la zone UEMOA, nous accompagnons en particulier 3 États, la Côte d'Ivoire, plus récemment le Sénégal, le Bénin, et nous travaillons également avec les institutions
administrations régionales comme le Conseil des ministres de l'UEMOA, pouvoir déployer des démarches au niveau de l'écosystème pour booster véritablement au niveau de l'écosystème la digitalisation des paiements, pour permettre à cette digitalisation des paiements d'avoir véritablement un effet de contribution économique positive sur la vie économique. Voilà globalement les éléments essentiels de l'Alliance et son intervention, mais je pense que ce sera plus intéressant lorsqu'on va descendre dans les questions beaucoup plus entre guillemets, concrètes pour la région UEMOA. Voilà, Lina. Merci, merci Jean-Pascal. Alors oui, justement, pour revenir à ce que tu disais, c'est la raison pour laquelle on souhaitait se focaliser sur ces sujets. C'était bien sûr que l'importance de l'accès aux services financiers est cruciale, que pour rappeler juste en quelques mots, elle a été mise en avant, cette importance a été mise en avant lors de la définition des objectifs du millénaire pour le développement en 2000. Et elle a été rappelée plus récemment en 2015 lors des objectifs de la formulation des objectifs du développement durable, où elle a été réaffirmée plusieurs fois dans plusieurs objectifs, il me semble. Donc les avantages de l'inclusion financière, bien sûr, pour une croissance inclusive, sont clairement établis. Ça contribue à la réduction des inégalités de revenus dans les pays en développement. L'accès aux services financiers, bien sûr, ouvre des portes aux familles en leur permettant de pouvoir lisser leur consommation, d'investir, d'accroître des actifs, de pouvoir aussi amortir des chocs dans des situations d'urgence, de maladie, d'accident, etc., de réaliser des investissements. L'accès au crédit, bien sûr, permet également aux entreprises de se développer, de créer des emplois et de réduire les inégalités. Et donc, dans la zone UEMOA, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, cette inclusion financière a été érigée au rang des priorités avec l'adoption par le Conseil des ministres de la stratégie régionale d'inclusion financière de l'UEMOA. Et elle apparaît comme un instrument très important qui permet l'insertion de couches sociales dans le tissu économique de l'Union. Donc, c'est pour ces raisons-là que c'est un sujet, bien sûr, qui nous intéresse et évidemment intéresse beaucoup d'entre vous aujourd'hui, car je vois que vous êtes assez nombreux à nous avoir rejoints maintenant. On est déjà une quarantaine de personnes. Et je vais passer maintenant à la partie un peu questions à nos intervenants et discussion, bien sûr, après par la suite. Donc la première question que je souhaitais poser à nos deux experts, ce serait déjà tout simplement de commencer par nous parler un petit peu de l'approche de la finance inclusive qui a été adoptée par l'UNCDF. Donc c'est déjà la question par laquelle on souhaitait commencer, voir un petit peu quelle est la vision et l'approche que vous avez dans votre travail au quotidien par rapport à ces questions. D'accord, je prends. Alors, je dois rappeler que UNCDF, en tant qu'agence d'investissement des Nations Unies, opère depuis plus de 50 ans. Et alors, dans les pays les moins avancés, et nous avons deux pôles. Il y a un pôle qui s'occupe de la finance inclusive et un pôle qui s'occupe du développement économique local. Alors, depuis 2012, le digital a été perçu comme un levier, un accélérateur de l'inclusion financière. Donc aujourd'hui, la stratégie de la finance inclusive de UNCDF, même si elle intègre d'autres paramètres en termes de mobilisation d'épargne, en termes d'accompagnement des groupements d'épargne et de crédit, en termes d'éducation financière, il faut souligner que le digital est devenu un levier essentiel sur lequel nous travaillons. Et à ce niveau, ce que nous voulons faire, c'est de pouvoir nous reposer sur ce levier pour améliorer l'accès et l'usage des services financiers, surtout par les populations qui sont exclues du système financier classique. Alors, donc, par rapport à cela, le programme Mobile Money for the Poor, qui est un programme de UNCDF qui avait pour vocation, en fait, d'améliorer l'inclusion financière à partir du digital, c'est définir un certain nombre d'objectifs en termes d'accès aux services financiers et d'usage au niveau des pays où nous intervenons, que ce soit en Afrique, dans le Pacifique ou en Asie. Alors,
L'approche qui a été développée au niveau du Bénin, par exemple, et comme de la plupart des pays d'Afrique, c'est une approche écosystémique. Donc, il a été défini une approche écosystémique qui vise en fait à développer l'écosystème de la finance digitale. Alors, au niveau de cette approche, nous avons identifié un certain nombre de piliers majeurs. Et donc, nous avons des actions sur chacun de ces piliers de façon à pouvoir impacter l'ensemble de l'écosystème. Alors, il y a le pilier client, par exemple. Client parce que nous savons qu'ils sont au cœur. En fait, c'est eux qui utilisent à la fin les services financiers. Et donc, certains parmi eux, ils sont exclus de ces systèmes financiers. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour mieux comprendre ces clients et les intégrer dans l'écosystème? Alors, à ce niveau, par exemple, nous avons mené un certain nombre d'études pour comprendre les besoins et les attentes. Et il y a eu pas mal de surprises, par exemple. Nous avons, par exemple, compris que les services financiers tels qu'ils étaient fournis ne correspondaient pas forcément aux besoins précis de ces clients ou à leurs attentes. Donc, il a fallu peut-être développer, avec certains acteurs des approches orientées clients, de type Human-Centric Design pour mieux comprendre les clients et développer des produits qui sont mieux adaptés à ces clients. Nous avons aussi le pilier fournisseur. Alors, fournisseur parce que dans cet écosystème, nous avons les fintech, les banques, les institutions de microfinance, etc. Donc, dans notre approche, nous accompagnons l'ensemble de ces fournisseurs en termes de renforcement de capacité, mais en termes aussi d'assistance technique et de subventions que nous leur donnons pour développer des projets qui visent en fait à améliorer à la fin l'inclusion financière de ces segments vulnérables. Il y a le pilier distributeur. Sur le pilier distributeur, nous avons travaillé de façon à améliorer l'accès dans les zones rurales, les zones les plus reculées, mais aussi à améliorer l'expérience client qui est fournie par les agents qui sont les points de contact avec les clients. Au niveau des paiements de masse, qui pour moi est le chantier sur lequel nous avons encore beaucoup de défis parce que nous estimons que l'État doit pouvoir jouer sa partition et permettre en fait des paiements de type, notamment dans le cadre de la digitalisation des chaînes de valeur agricole, donc des paiements de masse et paiements de factures. Je dois rappeler par exemple qu'au Bénin, nous sommes quasiment le seul pays où le paiement de factures via mobile n'est toujours pas possible. Donc, ce sont autant de choses sur lesquelles nous faisons le plaidoyer. Les infrastructures, pour être sûr que les infrastructures en place sont suffisantes et performantes pour soutenir le développement de l'écosystème, notamment avec les institutions de microfinance qui doivent faire face à des difficultés, à des problèmes d'adéquation de leur système d'information et de gestion, et bien évidemment la réglementation pour nous assurer que le cadre réglementaire est favorable et qui permet en fait un développement de la finance digitale, mais qui permet surtout la protection des clients en fait et de favoriser en fait les initiatives au niveau de ces différents fournisseurs. Donc, ce sont autant, pour nous, au niveau de notre approche, ce sont autant de choses que nous avons développées. Et même si, j'en parlerai un peu plus tard, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une stratégie un peu plus globale, sans être très focalisé sur la finance digitale, donc nous sommes plus orientés sur le digital. Mais pour nous, le digital, à la fin, c'est toujours avec la vision de voir derrière la finance inclusive améliorée et de voir un impact social sur le bien-être donc des populations vulnérables plus amélioré. Super, très bien. Merci. Jean-Pascal, est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose sur le positionnement de l'Alliance sur cette question? Oui, ce que Jaméline nous a dit est très juste. J'ajouterais peut-être quelques éléments, tout simplement un chiffre. Le premier chiffre, c'est de dire qu'aujourd'hui, peut-être certains des collègues qui sont connectés l'ont également présent à l'esprit, mais il me semble important de le rappeler. Il y a eu cette projection que McKinsey a faite il y a de ça quelques années en disant que voilà, d'ici 2025-2026, les paiements digitaux permettront dans les économies émergentes d'avoir une contribution additionnelle à peu près l'équivalent de 6% du PIB. Dans les économies émergentes, 6% du PIB, en termes monétaires, c'est quelque chose comme 3 700 milliards de dollars, ce qui n'est pas négligeable. Et en 2017, en particulier, l'Alliance assurait le conseil de la présidence allemande du G20 et la présidence allemande nous avait demandé justement dans le cadre de mettre en place un ensemble d'incitatifs peut-être intéressants pour développer l'écosystème inclusif de finances digitales, ce qui pourrait être possible. Donc, nous avions produit en 2017 un document qui est accessible, que les collègues pourraient regarder, qui sont les principaux blocs qui, à notre avis, permettraient effectivement
de mettre en place un écosystème inclusif au niveau des paiements, des paiements digitaux. Et dans ces principaux blocs, il y en a 5. Et il y en a énormément dont Jamil a parlé, assurer la compétitivité des collectivités, ce qui sous-entend que le secteur privé a son mot à dire à l'intérieur. Il y a la question des infrastructures de paiement, ce qui sous-entend que le banquier central, notamment dans l'UMOA, la Banque centrale, a son rôle à jouer à l'intérieur. Ce qui souvent, il y a un troisième bloc qui est la question des canaux de distribution qui doivent être développés, les points d'accès et tout ce qui concerne les réseaux des agents, donc qui appelle encore l'intervention d'un autre type d'acteurs. Il y a un quatrième bloc qui concerne les autres réseaux, les autres infrastructures aussi bien en termes de télécommunications qu'en termes d'énergie. Donc, vous voyez, ce n'est plus uniquement le régulateur des télécommunications, mais même le régulateur de l'énergie et de l'électricité est concerné. Et le cinquième et dernier bloc, ce qui était pour nous le système d'identification qui devrait être effectif. Ces 5 blocs-là évoluent dans un environnement dont je parle très rapidement, c'est naturellement l'environnement réglementaire et législatif, mais surtout un environnement qui doit favoriser également l'éducation financière et la protection des consommateurs. Parce que la particularité dans l'UMOA, c'est que nous allons retrouver très rapidement avec un système financier formel qui présentera une structure où presque, disons, 30% des personnes de ce système financier formel auront été enrôlées par le secteur bancaire et 70% par les opérateurs émetteurs de monnaie électronique. Et il faut savoir que jusqu'à très récemment, jusque dans les années à peu près 2010, 2011, 2012, avoir un taux d'inclusion financière de 30%, c'était une performance pour l'ensemble des pays, pas que de l'UMOA, mais de l'Afrique centrale, avec le dernier Global Findex qui nous montre que certains pays dans la zone UMOA sont passés à 50 voire 60% de taux d'inclusion financière. C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des populations en très peu d'années, en moins de 5 ans, qui ont été enrôlées dans le système financier et qui sont des populations qui étaient historiquement exclues de ce système financier-là, qui n'ont pas donc nécessairement les bons réflexes pour intervenir avec ces nouveaux dispositifs, ces nouveaux mécanismes qui sont devant eux. Donc, pour conclure là, finalement, nous avons 5 blocs qui sont très, très importants. Et sur ces 5 blocs-là, vous avez des acteurs différents. Pour pouvoir vous assurer que l'ensemble des réformes soient cohérentes, il est nécessaire que ces 5 acteurs-là puissent discuter ensemble. Et c'est pour cela qu'on a une approche écosystémique pour véritablement résoudre les problèmes de manière convergente. Voilà. Oui, d'avoir une coopération, c'est important à ce niveau-là. Merci à tous les deux. C'est très utile de comprendre un peu les visions de ces organisations et comment est-ce que les choses sont conçues dans cette approche. Et je souhaitais justement maintenant parler du document cadre de politique et de stratégie d'inclusion financière que j'ai mentionné un peu plus tôt, qui a été adopté donc par le Conseil des ministres de l'UMOA et qui a identifié à l'époque, pas très longtemps, 5 axes stratégiques différents en termes d'orientation des politiques. Et ces 5 axes que je souhaitais mentionner et discuter un petit peu avec vous aujourd'hui sont les suivants. Donc, le premier est de promouvoir un cadre légal et réglementaire et une bonne supervision qui soit efficace. Le deuxième axe est d'assainir et de renforcer le secteur de la microfinance. Le troisième est de promouvoir les innovations favorables à l'inclusion financière des populations exclues. Le quatrième est de renforcer l'éducation financière et la protection du client des services financiers. Et le dernier est de mettre en place un cadre fiscal et des politiques favorables à l'inclusion financière. Donc, par rapport à ces 5 axes, je souhaitais demander aujourd'hui à nos panélistes dans lesquels de ces derniers ils ont pu, jusqu'à maintenant, au cours de leurs travaux dans le secteur, voir le plus de progrès qui a été fait ou le plus de potentiel, et lesquels présentent également le plus de défis aujourd'hui et le plus de problèmes. Et ça revient un petit peu aussi à la question que je viens de voir par Chérif dans le chat, qui demande quelles sont les principales contraintes et freins. N'hésitez pas à continuer à poser des questions. Il y a justement une petite boîte à questions sur lesquelles on peut revenir plus tard. Mais et à la fin, on en reparlera. Mais pour l'instant, je voulais justement demander donc à nos experts sur ces 5 axes qui sont les grands axes stratégiques, lesquels vous apportent le plus d'optimisme, on va dire, et quels progrès vous avez pu constater au cours de ces dernières années. OK. Alors, à mon avis, un progrès a été fait sur l'ensemble des axes.
même s'il y a encore sur chacun de ces axes des défis importants, je reviendrai dessus. Mais je souhaiterais plutôt mettre l'emphase sur les axes sur lesquels les perspectives me semblent un peu plus significatives. Alors, je prendrai par exemple l'axe 2, donc de renforcement du secteur de la microfinance, parce qu'il faut rappeler que le secteur de la microfinance est quand même un secteur clé en termes de finances inclusives parce qu'étant très focalisé sur les populations à faible revenu, en fait, a été un peu comme l'acteur pauvre, on va dire, du secteur de la finance digitale, pour un certain nombre de raisons, que ce soit en termes d'infrastructures, en termes de ressources financières limitées, euh, euh, en termes de capacité interne pour aller vers le digital. Ce sont autant de défis qui se posaient aux institutions de microfinance. Et ce qu'on remarque en fait, c'est qu'aujourd'hui, on voit que ces IMF qui au départ n'avaient même pas l'appétit du tout pour aller vers le digital, ont compris simplement que ça reste un passage obligatoire. Et donc, on voit leur intérêt et leur motivation pour le digital, ce qui est plutôt une bonne chose. Et on voit aussi qu'il y a des projets qui sont développés. Alors, pour certaines, c'est encore un peu à l'étape d'initiative et elles sont en train de se battre pour mettre en œuvre ces initiatives. Pour d'autres, il y a eu des projets concrets qui ont été mis en œuvre dans la sous-région, que ce soit avec Corée Microfinance au Sénégal ou avec Alidé au niveau du Bénin. Et on voit clairement que ces projets sont des exemples de réussite, en fait. Et ce qui est même un peu le motif de satisfaction personnelle que j'ai par rapport à cela, c'est que quand on regarde, on fait même la comparaison avec certaines banques, on voit que les IMF ont pu faire preuve de plus d'agilité, plus de flexibilité dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. Et je suis convaincu que les perspectives sont intéressantes parce que quand je regarde un peu tous ces projets qui sont encore en pipeline au niveau des institutions de microfinance, je crois que le secteur de la microfinance, à partir du moment où il a le soutien qu'il faut sur les défis que j'avais présentés tantôt, pourra jouer sa partition au niveau de l'écosystème de la finance digitale et donc, en fait, au niveau de sa contribution à améliorer l'inclusion financière dans la zone. Alors, au niveau de l'axe 3, on peut voir le focus des fournisseurs de services sur les populations exclues. Je me rappelle, il y a 3, 4 ans, les fournisseurs de services n'étaient pas forcément, ne s'intéressaient pas forcément aux populations exclues, les femmes, les jeunes, les agriculteurs, en fait. Et donc, il a fallu vraiment faire un travail à ce niveau. Et quand je regarde aujourd'hui le nombre de projets qui sont dédiés à ces segments, notamment dans des secteurs tels que l'énergie, pour les femmes, les femmes dans les zones rurales, l'agriculture, le focus qui est fait sur l'agriculture, le focus qui est fait sur des produits d'épargne de crédit dédiés à des populations à revenus faibles, l'assurance, la micro-assurance, notamment sur le téléphone, et même des outils, des solutions d'éducation et de santé qui sont de plus en plus développées. Je pense que les perspectives également sont très bonnes au niveau de l'AS 3, promouvoir les innovations favorables à l'inclusion financière des populations exclues. Et donc, il y a des raisons de pouvoir être optimiste. Alors, au niveau des défis, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de défis, mais je retiendrai quand même, je soulignerai le défi sur la réglementation. Alors, je constate que la réglementation a évolué et a quand même permis de définir un cadre d'évolution de la finance digitale, ce qui est plutôt une bonne chose. Et je remarque aussi l'effort que le régulateur, en l'occurrence la Banque centrale, fait pour faciliter en fait la mise en œuvre d'un certain nombre d'initiatives. Mais nous avons quand même un cadre réglementaire sur bien d'aspects, notamment au niveau des fintech, au niveau de certains types de services, la réglementation qui est encore muette. Donc, il y a pour nous forcément un effort à faire à ce niveau pour que le cadre réglementaire puisse évoluer au même rythme en fait que les innovations dans notre zone, de façon en fait à pouvoir donner pleine mesure à cette nouvelle stratégie d'inclusion financière. Merci Jamelino. Jean-Pascal, tu souhaitais compléter Je partage l'avis de Jamelino. Je vais juste faire un focus sur l'axe 4 et l'axe 5. L'axe 4, je rappelle, c'est renforcer l'éducation financière.
Le challenge que nous observons du point de vue de l'Alliance, c'est que l'éducation financière ne concerne pas uniquement l'utilisateur final. Parfois, en fait, l'éducation financière concerne également le fournisseur de services financiers. Parce que Jamil l'a mentionné au début de son propos, c'est que nous avons constaté qu'il existe un véritable gap entre ce que le fournisseur de services financiers estime comme étant une valeur apportée aux clients et ce que les clients estiment comme étant véritablement de la valeur ajoutée. Je donne un exemple très concret au Sénégal. Vous avez par exemple le secteur de l'eau et l'électricité où il existe une offre qui permet de payer de manière électronique les factures d'eau et d'électricité. Cependant, l'existence de l'offre ne résout pas la question de l'adoption du service. Et bien, on a constaté avec une étude quantitative menée en 2017 et 2018 menée auprès de 2000 entreprises et ménages, que seulement 20% de la population, finalement, utilisait les moyens de paiement électroniques pour eau et électricité. Ce qui veut bien dire qu'il existe un gap entre ce que les fournisseurs estimaient comme étant une offre de valeur pour le marché et ce que le marché estime comme étant véritablement de la valeur. Si vous considérez ce qu'on appelle la loi de la diffusion de l'innovation, en fait, vous comprenez très rapidement qu'avec 20% de pénétration du marché, l'innovation n'est pas du tout entrée. Parce que 20%, ça touche ce qu'on appelle les early adopters, c'est-à-dire les curieux qui factuellement utiliseront toujours ou testeront toujours une nouvelle innovation qui arrive sur le marché. Donc, premier enjeu pour nous reste l'enjeu de l'éducation financière qui correspond à l'axe 4, mais ça ne concerne pas que le marché, mais l'ensemble des acteurs, c'est nécessaire. Le deuxième enjeu concerne l'axe numéro 5, qui est un axe qui part sur la mise en place d'un cadre fiscal. Ce que nous avons constaté dans les États, c'est que la plupart du temps, l'État digitalise ses paiements parce qu'il se modernise, mais il n'y a pas toujours des mécanismes incitatifs qui poussent les autres acteurs qui interviennent avec l'État à digitaliser. Par exemple, les entreprises. Donc, la digitalisation de l'État doit être associée d'un ensemble de dispositifs qui doit inciter les autres acteurs également à pouvoir digitaliser. Je donne un cas concret. Au niveau local, au niveau du Sénégal, vous avez deux communes, Daliké et Dalifort. Les deux communes ensemble, ça fait à peu près 400 000 habitants. Dans ces deux communes, dans le contexte de décentralisation, vous avez des maires qui ont décidé de faire un test, c'est de récolter leurs taxes locales de manière digitale. En à peine un mois, le taux de collecte a été multiplié par 7. Le taux de collecte journalier multiplié par 7, ça veut dire que les collectivités peuvent mobiliser beaucoup plus d'épargne, beaucoup plus de financement pour financer le développement local. Donc, à partir de ce moment, il y a des réflexions qui se mettent en œuvre, c'est de se dire, aujourd'hui, au niveau des collectivités territoriales, dans les contextes de décentralisation, nous n'avons plus besoin uniquement d'attendre que l'État central fasse une dotation, mais il est possible, à partir du digital, de pouvoir mieux collecter et mieux financer le développement local. Donc, le problème qui se pose derrière, c'est l'existence d'une dualité au niveau réglementaire. Ce que j'appelle la dualité, c'est que la loi au niveau du Sénégal, la loi 2014, permet encore aujourd'hui aux collectivités de pouvoir collecter leurs taxes manuelles, soit de manière digitale. Et tant que vous avez des systèmes duals qui existent, ça a un impact ou bien ça a une incitation, c'est que les acteurs vont préférer toujours payer leurs taxes de manière manuelle et non de manière électronique, pour des raisons évidentes que nous ne mentionnerons pas ici. Donc, il est nécessaire que l'État incite davantage ces opérateurs à pouvoir entrer dans la digitalisation des paiements en mettant véritablement des bouquets d'incitations, que ce soit du point de vue fiscal, que ce soit du point de vue de la loi tout simplement, pour permettre justement à ce que les recettes de l'État au sens large soient véritablement un incitatif pour entrer dans plus de digitalisation de paiement et donc dans plus d'inclusivité. C'est un très bon exemple. Merci d'avoir partagé. Je propose qu'on continue, parce qu'il nous reste encore une petite quinzaine de minutes avant de passer à quelques questions d'assistance. Je souhaitais également demander à nos panélistes, en termes de principaux obstacles à l'adoption de paiements digitaux dans la zone UEMOA aujourd'hui, qui est une question qui, à mon avis, intrigue beaucoup de nos participants qui ont posé quelques questions dans ce sens dans le chat.
quels sont, ouais, selon vous, les principaux obstacles à l'adoption aujourd'hui en termes de digitaliser les paiements, de s'éloigner d'une dépendance aux espèces? Comment est-ce que également le secteur privé peut contribuer à augmenter cette adoption? Ok, j'y vais. Allez, vas-y. Ok. Alors, il y a, c'est vrai, hein, quand on regarde aujourd'hui les statistiques, même si on peut remarquer dans la sous-région une accélération de l'usage des services financiers digitaux, mais quand on regarde en fait par la répartition en termes de services, on voit que le paiement digital l'adoption du paiement digital est toujours problématique. Sur la plupart de nos marchés, y compris sur les marchés où le mobile money, l'adoption au mobile money est encore plus forte, on remarque quand même que le paiement digital reste un véritable défi. Alors, les raisons qui peuvent expliquer cela, alors, l'évidence était sur le parcours client pendant longtemps. L'évidence était sur le parcours client parce qu'on estimait que pour effectuer un paiement, notamment pour utiliser l'USSD pour faire une transaction, cela prenait trop de temps, alors que j'ai la possibilité de payer en espèces puisque c'est un paiement face à face. Et même pour ça, il y avait de nouveaux types de solutions qui ont été développées. Donc, que ça sous forme QR code, que ça des solutions de type NFC. Mais on a constaté quand même que l'amélioration du parcours client, en donnant la possibilité peut-être de juste swapper un code barre, ça n'a pas permis, en fait, d'améliorer tant que ça l'usage de paiement digital. Alors, quand on creuse, on peut voir d'autres défis, d'autres raisons qui justifient cela. Le premier, c'est le modèle économique, parce que quand je fais un paiement face à face, qui est taxé? Généralement, on dit au client qu'il peut faire la transaction gratuitement, mais on demande à l'accepteur de payer des commissions qui peuvent aller de 0,5 à 1% suivant le cas dans la zone. Parfois, ça va au-delà. Parce qu'on passe là au paiement via carte bancaire qui est également sur lequel on impute des frais à l'accepteur. Donc, je vais parler du marchand. Alors, au-delà du modèle économique, il y a la réalité que de toute façon, le paiement face à face a une faible proposition de valeur du point de vue du client. Parce que le client estime, autant il peut comprendre qu'il peut payer sa facture en restant dans le confort de son canapé, donc la proposition de valeur est claire puisqu'il n'a pas à se déplacer. Ici, il s'est déplacé, donc il n'arrive toujours pas à comprendre quelle a fait la proposition de valeur qui est associée, puisque c'est plus ça, mais plus de temps, donc quelle est la proposition de valeur. Alors, donc, autant de choses qui nous fait dire, en fait, qu'il y a la responsabilité de tous les acteurs. Je pense que la première responsabilité, c'est des opérateurs mobile money qui doivent pouvoir comprendre que pour développer l'écosystème du paiement digital, il faut faire un pari sur l'avenir en faisant les sacrifices qu'il faut dans le présent. Il y a la responsabilité des employeurs qui doivent pouvoir aussi développer plus des services, les initiatives de type paiement de salaire. Parce qu'on a remarqué que un employé qui reçoit son salaire sur son compte a une propension plus grande, plus forte à payer via mobile money que quelqu'un d'autre en fait. Donc, si aujourd'hui on arrive à développer les services de paiement du salaire, surtout au niveau des employés qui n'ont pas de compte bancaire, ça peut améliorer le paiement digital. Enfin, je voudrais quand même attirer l'attention sur la responsabilité des accepteurs eux-mêmes, en l'occurrence des marchands, parce qu'ils ont eux aussi le devoir de comprendre que derrière le paiement digital, il y a quand même une valeur ajoutée associée au cash management pour eux. Et donc, ils doivent pouvoir stimuler le staff, ils doivent pouvoir organiser peut-être même des bonus clients. Parce qu'à chaque fois qu'on organise des bonus clients, on remarque que le nombre de paiements via mobile augmente de façon quand même significative. Donc, ce sont autant de mesures qui pourraient être mises en œuvre pour développer le paiement digital. C'est qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc je laisse Jean-Pascal peut-être faire des ajouts. Merci, Gemelino. Je dirais trois choses. Un, sur l'exemple des salaires, effectivement, au niveau du Sénégal, on a un exemple très concret. Vous avez cet employeur qui a à peu près 3000 travailleurs qui nous dit que chaque mois, il devait les payer en espèces. Les payer en espèces, ça veut dire qu'il mobilisait ses services de paye
il avait dit qu'il mobilisait également ces travailleurs qui ne travaillaient plus parce qu'ils attendaient d'être pouvoir payer. Et ça voulait dire 3 jours de perdu au travail. 3 jours, si vous convertissez ça en termes d'heures, c'est 8 heures par 3 jours, par 3 000 travailleurs, c'est 72 000 heures de perdu par mois. Vous le multipliez par 11 pour voir à peu près au niveau de l'année, ça fait 800 000 heures de travail de perdu par an. 800 000 heures. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que dans une ville comme Dakar, il faut à peu près 1000 heures pour construire un immeuble de 7 étages. 1000 heures pour construire un immeuble de 7 étages. Donc 800 000 heures, c'est 800 immeubles qu'on aurait pu construire au bout d'un an. Donc 800 immeubles, c'est un petit quartier. Vous voyez la perte économique avec uniquement le cas de ce petit chantier qui s'arrête de travailler pendant 3 jours, tout simplement parce qu'ils doivent récupérer leur argent. Voilà un exemple d'impact direct de la législation des paiements sur la productivité et comment est-ce qu'avec une offre adaptée, effectivement, on peut recueillir des bénéfices au-delà d'une entreprise au niveau de l'économie. Mais les enjeux, les difficultés que moi j'identifie sont aussi d'ordre structurel et d'ordre du pilotage. Du point de vue structurel, il y a des enjeux énormes en matière d'interopérabilité des systèmes de paiement. Et là, c'est la Banque centrale qui aujourd'hui est en train de chercher à traiter cette question avec ce projet d'interopérabilité qui va voir le jour d'ici quelques années dans la zone UMOA, interopérabilité de l'ensemble des systèmes de paiement sur les 8 États. Il y a le deuxième enjeu dont Jamil a parlé, je ne reviendrai pas sur ça, mais c'est un enjeu structurel, c'est l'adaptation de la valeur perçue par le fournisseur de services financiers et la valeur du service perçu par le marché et le coût qui est associé. Donc ça, ce sont les fournisseurs de services qui doivent continuer à travailler dessus. On a un troisième enjeu structurel qui est celui de l'accès à l'USSD. Et vous voyez le responsable là, c'est le régulateur des télécommunications. Dans un pays comme le Sénégal, l'accès à l'USSD a été libéralisé, mais ce n'est pas encore effectif. Les coûts sont prohibitifs si on entend ce que disent les fintechs. Et le quatrième enjeu structurel, c'est celui de l'absence d'incitation forte pour véritablement encourager à la digitalisation des paiements. Derrière ces enjeux structurels, vous avez un dernier type d'enjeu, c'est l'enjeu du pilotage. Et là, c'est fondamental parce que vous regardez, j'ai parlé tout à l'heure qu'il y a eu un bond au niveau de l'inclusion financière dans la zone UMOA depuis 2017 avec la publication du Global Findex. Mais ce bond-là, est-ce qu'on peut l'attribuer à un véritable pilotage de la part des États? Pour qu'on puisse dire que le résultat qu'on observe, c'est véritablement le résultat, c'est le produit d'une politique, encore faut-il qu'il y ait des politiques qui ont été mises en place. Or, sur la zone UMOA, vous avez moins de 30% des États qui sont déjà dotés officiellement d'une stratégie d'inclusion financière. Je vais prendre le cas d'un bon élève qui est la Côte d'Ivoire, qui s'est non seulement doté d'une stratégie d'inclusion financière, mais d'une agence en charge de l'exécution de cette stratégie qui ont des ressources aujourd'hui. Donc, finalement, ce que nous pouvons dire, c'est que les pays qui vont réellement réussir à débloquer tous les défis dont nous avons parlé, qui sont des défis qui concernent plusieurs acteurs, sont des pays qui devront pouvoir les adresser au niveau structurel, et deux, au niveau de pilotage. Et aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas, enfin, malheureusement ou heureusement, en tout cas, nous sommes dans une situation où nous avons encore presque 70% des États de l'UMOA qui ne sont pas encore dotés d'une politique d'inclusion financière. La Banque centrale a la stratégie régionale, mais les États doivent encore les traduire au niveau national. Et c'est à partir du moment où ils pourront le mettre en place, le déployer de manière efficace, qu'on pourra adresser ces problèmes structurels qui doivent être adressés avec l'ensemble des acteurs. Voilà. Excellent, merci. Merci pour cette réponse et pour cet exemple qui est flagrant et parlant et qui est assez marquant. Il nous reste une quinzaine de minutes et je souhaitais aussi ouvrir aux questions de l'assistance maintenant. Je vous encourage à taper vos questions dans la petite boîte Q&A que vous pouvez voir sur votre écran. On a eu quelques questions pour l'instant, dont une question de Jean Gérard qui nous demande quels sont des exemples de mesures ou un cadre de confiance mis en place par la BCEAO pour faciliter l'accès aux services financiers. C'est une question assez large, mais est-ce que nos panélistes pourraient nous donner quelques pistes sur ça, des mesures en termes de cadre de confiance? Et une deuxième question également de Manuela, qui souhaite savoir des exemples de dispositifs également mis en place pour les startups spécifiquement en termes de financement, de fiscalité et de développement au Bénin et au Togo, mais bien sûr des exemples dans
la zone géographique plus large sont aussi bienvenus, je suppose, dans le cadre de l'inclusion financière. Donc peut-être qu'on peut ouvrir avec ces 2 questions pour l'instant, et puis je vais continuer à regarder d'autres questions que vous pourriez avoir pendant que nos invités répondent. OK. Alors, sur le premier point, relativement aux mesures mises en place par la Banque centrale pour faciliter, alors, je pense déjà que le cadre réglementaire mis en place en 2015 a déjà quand même essayé de protéger les clients, de protéger les capacités à accéder à utiliser les services financiers. Et en fait, la Banque centrale, dans ce cadre réglementaire, a fait l'effort de mettre quand même le client au cœur de la réglementation relative à l'émission de monnaie électronique. Mais évidemment, l'accès aux services financiers va au-delà de ce cadre réglementaire, et c'est pourquoi dans la nouvelle stratégie dans la stratégie régionale d'inclusion financière qui sera mise en œuvre, en fait, on peut voir quand même une volonté de la Banque centrale de mieux s'investir dans les activités d'éducation financière qui sont nécessaires pour faciliter l'usage de ces services financiers. Par contre, je voudrais de façon concrète insister sur un point. Au niveau du Bénin, nous avons mis en place un groupe de travail sur la finance digitale. Et ce groupe de travail est présidé par le ministère des Finances et la Banque centrale. Alors, dans le cadre de ce groupe de travail, sous l'instigation des 2 présidents, nous avons par exemple remarqué que l'adoption des services financiers et particulièrement l'usage de ces services était limité par le fait que les clients n'avaient pas suffisamment confiance au mobile money. Dans le sens où, quand ils faisaient des transactions erronées, en fait, ces transactions erronées n'étaient pas super bien prises en charge. D'abord, il y avait le risque de faire des transactions erronées, et quand il y avait des transactions erronées, ces transactions n'étaient pas prises en charge dans les délais. Alors, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été définies dans ce groupe de travail qui ont permis, par exemple, aux opérateurs d'améliorer le parcours client et aussi d'améliorer les processus de prise en charge des clients. Et ça, c'est quelque chose qui a été concret. Et nous avons remarqué, par exemple, que le nombre de plaintes relatives aux transactions erronées a diminué. Et je suis convaincu que l'impact sur la confiance devrait pouvoir être réel. Alors, par rapport aux startups, alors, au niveau du Bénin, le gouvernement a mis en place un certain nombre d'initiatives. Vous avez peut-être entendu parler de City, qui est une initiative qui encourage en fait l'émergence des fintechs au niveau du Bénin. Et alors, de façon concrète au niveau du financement, le financement reste toujours malheureusement le vrai défi des startups au niveau du Bénin, parce que pour une startup, accéder au financement, même parmi les startups qui ont, on va dire, pignon sur rue, l'enjeu du financement est réel. Donc, malheureusement, pour le moment, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais dont la concrétisation reste quand même relativement faible. Mais il faut quand même encourager 2 choses. La première chose, le ministère de l'économie numérique a quand même depuis un moment essayé de promouvoir au moins certaines startups en les rendant plus visibles. Et je pense déjà que c'est déjà un premier pas. Et deuxième chose, je crois que dans le nouveau ministère, il y a un ministère aujourd'hui qui est dédié au numérique et à la digitalisation au niveau du Bénin. Mais c'est dit que derrière, il y a une vraie politique gouvernementale de faire réellement focus sur le numérique et particulièrement sur les fintechs. Mais après, on verra ce que cela portera comme résultat concret. Merci, Jamelina. Je souhaitais aussi mélanger 2 questions qu'on a reçues dans le chat en termes d'éducation financière et d'analphabétisme. Donc, Belle demande comment trouver les moyens de l'éducation financière, surtout pour les francophones, en sachant que pour anglophones, lusophones, il y a plus de ressources qui sont disponibles. Comment aider à former les ressources humaines pour affronter ces défis. Et également, en termes d'analphabétisme, une question de Mathias.
comment faire pour embarquer une frange de la population analphabète qui sera du coup obligée de confier téléphone et mot de passe aux marchands. Comment réussir comment ces obstacles en termes d'éducation ou de contourner l'analphabétisme, vous avez pu pour y suggérer. Je vais donner une contribution très rapide. La question de l'éducation financière, si on la considère uniquement comme l'effort de l'État, l'effort du régulateur, le financement de ce vaste chantier ne sera pas possible. Premier constat. Deuxième constat, c'est que pour les populations dites analphabètes ou faiblement lettrées, on a des exemples dans des pays où on a pu développer des offres qui sont particulièrement adaptés à ces pays-là, à ce type de population, c'est par exemple en Inde. Ce que je recommande éventuellement, c'est à la fin de ce webinaire, qu'on puisse envoyer peut-être un email à l'ensemble des participants avec certaines questions qu'on n'aura pas pu adresser, avec des liens et des exemples sur lesquels ils pourraient cliquer pour regarder, parce que ces cas-là sont souvent documentés sur Internet. Ça, c'est un préalable. Mais le cœur du sujet, c'est que qui est lié, en fait, même si on n'en a pas l'air, qui est lié avec la question sur les startups. C'est lié au fait que vous avez dans l'ensemble des pays UEMOA et également CEMAC eu une assimilation entre ce qu'on appelle le secteur de l'économie numérique et la confusion avec le secteur des télécommunications. Donc, la plupart de ces pays ont des stratégies de développement du secteur de l'économie numérique. Lorsque vous regardez concrètement, ce sont les stratégies de développement des télécommunications. Donc, l'une des priorités en termes de pilotage serait de réaxer en fait tous les efforts qui sont faits en matière de développement de l'économie numérique pour prendre en compte véritablement la diversité de tous les acteurs qui composent le secteur de l'économie numérique. Ça, c'est un point qui est essentiel. D'ailleurs, lorsque vous regardez un pays comme le Togo ou un pays comme le Sénégal ou un pays comme la Côte d'Ivoire, vous constaterez que la contribution qu'ils estiment au PIB du secteur de l'économie numérique est exactement la contribution du secteur des télécommunications. Donc, en l'absence d'un ensemble, d'une compréhension déjà de tout ce qui compose le secteur de l'économie numérique, malheureusement, en termes de pilotage étatique, ça peut être difficile de pouvoir trouver des solutions convergentes pour pouvoir adresser toutes les questions qui sont très intéressantes, très variées, très riches, qui tournent tout autour de la question du secteur, pour le secteur de l'économie numérique. C'est ce que je pourrais dire pour brasser très large, parce que finalement, la question de l'éducation financière, la question de l'encouragement des startups et la question qui est au cœur de booster l'innovation pour pouvoir mettre en place des solutions qui sont adaptées à ce type de population-là, en fait, nous ramène structurellement à la question de est-ce qu'il y a véritablement un pilotage du secteur de l'économie numérique ou juste une attention qui est faite au niveau des infrastructures, une attention qui est faite au niveau des télécommunications, auquel cas, si nous restons dans ce premier format, qui est le format qui prévaut actuellement dans nos États, UEMOA et CEMAC, la question reviendra toujours systématiquement, de manière structurelle. Jamil, tu souhaitais ajouter quelque chose à cela ou... Non, on peut avancer parce que je vois qu'il y a d'autres questions. Il nous reste 8 minutes. Évidemment, bien sûr, on n'aura pas le temps de répondre à tout. Je vais vous donner le lien dans le chat maintenant de notre groupe DFI sur LinkedIn et je posterai bien sûr l'enregistrement de ce webinaire qui sera mis en ligne d'ici quelques jours. Mais vous pouvez également poser toutes les questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre maintenant sur ce chat et on fera de notre mieux avec l'équipe DFI et nos panélistes s'ils le peuvent pour vous répondre en ligne sur ce forum. Peut-être encore prendre une dernière question avant de conclure. On peut peut-être répondre je vois qu'il y a beaucoup de questions encore sur l'analphabétisme. C'est quelque chose qui semble être une question d'importance. On a une question pour Jamelino de Jean Gérard qui demande sur la question de l'identité numérique. Peut-être qu'on peut répondre à ça rapidement. C'est encore un vaste sujet, bien sûr, en soi, pour l'identité numérique, mais peut-être qu'on peut rapidement toucher à cette question d'identité qui est un défi majeur pour l'inclusion en termes de connaissance du client, bien sûr, et des limites qu'il y a en termes d'identification dans les pays de la zone où beaucoup de personnes n'ont pas de pièces d'identité suffisantes pour pouvoir accéder à des services financiers.
Oui, alors il y a une question qui avait été posée sur les principaux défis, les principaux obstacles à l'inclusion financière. La question de l'identité en fait partie. Voilà, deux Et questions en une. Parfait. la question de l'identité en fait partie. Il y a un certain nombre d'obstacles. On en a parlé un peu. L'écosystème qui n'est pas suffisamment large. La question d'éducation digitale, les infrastructures, notamment dans les zones rurales. Et la question d'identité également, parce que comment je fais pour ouvrir un compte si je n'ai simplement pas d'identité? Et quand j'ouvre un compte, comment je fais pour effectuer mes transactions si je ne peux pas garder mon code PIN alors qu'on ne me donne pas la possibilité de faire des transactions biométriques. Donc, il y a un certain nombre de réalités qui sont associées à cela. Alors, ce que je dirais, c'est juste insister sur le fait que UNCDF, dans notre stratégie sur le digital, nous avons décidé en fait de faire un véritable plaidoyer sur la question de KYC, particulièrement au niveau des femmes, en essayant de considérer la réalité que dans certaines zones, les documents qui sont demandés, notamment les pièces d'identité, les gens n'ont pas de pièces d'identité, pour avoir des supports, pour avoir des prérequis qui sont en phase avec la réalité dans ces différentes zones. Je dois préciser également que même pour les agents, au niveau du Bénin, par exemple, pour être agent, il faut pouvoir prouver son identité en donnant un registre de commerce. Et le registre de commerce, ce n'est pas tous les agents, en fait, qui ont un registre de commerce. C'est un blocage qui a perturbé un certain nombre de projets que nous avons mis en œuvre dans le projet de développement de réseau d'agents. Donc, autant de choses par rapport à ça. Alors, pour moi, les solutions peuvent être très brèves, en une minute. Je pense qu'il y a forcément ce plaidoyer qu'il faut faire de façon à avoir une réglementation qui tienne en compte des réalités sur place et de pouvoir mettre sans mettre de côté la réalité derrière en termes de sécurité. Deuxième chose, il faut que l'État, et c'est l'exemple du Bénin, l'État puisse se doter également des outils qu'il faut pour faciliter en fait l'identification des populations. Au niveau du Bénin, il y a un certain nombre de projets qui sont en cours et qui permettraient, par exemple, enfin, aux populations, quelles qu'elles soient, de pouvoir avoir une identité et un identifiant unique. La question d'unicité de l'identifiant est également un problème parce que c'est cela qui limite aussi la portée de certains types de services tels que le crédit via mobile. Donc, ce sont autant de choses qu'on peut mettre en œuvre. Mais la bonne nouvelle, j'ai compris que sous l'instigation de certains bailleurs qui font de la question de l'identité digitale une priorité et par rapport aux initiatives que je vois en cours, que ce soit au Bénin et ailleurs, je pense quand même qu'il y a des raisons d'espérer que la question de l'identité digitale soit quand même explorée de fond en comble. Oui, et les choses évoluent vite dans ce domaine également. Un immense merci à toi, Jean-Pascal, et à toi, Jamino, pour nous avoir rejoints. C'est vraiment un plaisir de pouvoir vous avoir avec nous aujourd'hui. Et je suis ravie qu'on ait autant de participation de la part de nos anciens étudiants, de nos cercles, du réseau DFI. L'enregistrement sera bien sûr disponible d'ici quelques jours. Pour le retrouver, vous pouvez vous rendre sur notre page LinkedIn ou également sur le site de DFI sur la page webinaire. Nous aurons encore un webinaire le mois prochain. Les détails vont suivre très vite, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre site pour en savoir plus. Je voulais également annoncer que nous avons un nouveau cours de disponible en français, donc le deuxième de DFI après le certificat en monnaie digitale. Ce cours sera opération de mobile money. Il commence en fin octobre et il sera sur l'opérationnalisation de l'argent mobile. Donc une vision un peu plus sur les réseaux d'agents et les opérateurs mobile money, parce que je vois qu'on avait beaucoup de questions dans le chat à ce sujet également. Donc je vous mets le lien d'inscription sur le chat également. Et il y a 50% de réduction sur ce cours pour tous les anciens élèves de DFI du certificat en monnaie digitale, dont je sais que beaucoup nous écoutent aujourd'hui. Donc encore une fois, un très grand merci à tous
Et j'espère que vous avez trouvé ça aussi fascinant que moi. J'ai beaucoup apprécié notre conversation. Et encore une fois, un grand merci à nos experts. Et à très bientôt, j'espère, à beaucoup d'entre vous sur notre site et dans un cours ou un prochain webinaire. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Bye bye. Merci.